Bien, nous voilà dans la dernière séquence de ce chapitre où nous avons d'abord vu une approche intuitive qui nous a montré que dans l'espace géométrique, il y avait des directions particulières où les composantes normales ou tangentielles du vecteur contrainte prenaient certaines valeurs. On a caractérisé de façon plus formelle dans la séquence précédente au travers des approches numériques ou des approches analytiques, bien ce qu'on avait observé, ça s'appelait des directions principales et des contraintes principales. Et donc nous allons présenter maintenant, dans cette dernière partie, avant d'aborder la conclusion, une approche graphique qui a eu son heure de gloire puisqu'elle a été instaurée à une époque où les machines à calculer n'existaient pas et où calculer des valeurs propres pouvait relever de l'exploit. Et donc cette approche graphique, c'est l'approche des cercles de Moore qui est très très intéressante quand on sait l'exploiter et qu'on va introduire au travers de ce petit exemple. Donc vous voyez, ça a été développé à la fin du 19e siècle, voire au début du 20e siècle, par un ingénieur allemand. Alors, il faut bien comprendre que l'ingénieur travaille dans l'espace géométrique qui est situé à gauche de la figure, et en reprenant le petit exemple qu'on avait déjà vu, si l'on se situe en un point M sur une face de normale n égale x, voilà quelle est l'allure du vecteur contrainte. Il a une composante horizontale, 1,5, il a une composante verticale, moins 0,5. Eh bien, ce vecteur contrainte, qui est attaché au point M sur une face de normale donnée, on va le réécrire, et nous l'avions dit différemment, en exprimant ces coordonnées dans un repère local, c'est-à-dire un repère porté par les axes N et T. Et dans ce repère local, porté par les axes N et T, on va pouvoir définir un point qui aura pour coordonnées les deux composantes du vecteur, à savoir ici 1,5 et moins 0,5, et bien c'est quoi ce point A indice x? Ce point va représenter l'extrémité du vecteur contrainte dans un plan que nous avons déjà évoqué, qui s'appelle le plan de Moore. L'extrémité de ce vecteur contrainte, on va la repérer par un point A indice petit x, pour nous rappeler qu'il s'agit de l'extrémité du vecteur contrainte qui s'exerce en un point M sur une face de normale EX. On va faire la même chose sur une face directement orthogonale. On comprendra ensuite l'utilité de faire exactement la même démarche sur une face qui fait un angle de 90 degrés avec la première. Donc un angle de 90 degrés nous amène à choisir une face de normale petit n égale y. On peut représenter sur cette face, là encore, dans l'espace géométrique, le vecteur contrainte, avec ses coordonnées. Et on va s'empresser de réécrire l'expression du vecteur contrainte en fonction de n et t, c'est ce qui est présenté à l'écran. Et donc l'extrémité du vecteur contrainte, attention, non pas dans le repère géométrique, mais dans les axes du repère local autour du point M, vont s'écrire 0,5 et 0,5. AY, de coordonnées 0,5, 0,5, représente dans le plan de Moore l'extrémité du vecteur contrainte. Alors que va-t-on faire de ces deux résultats ? On va se mettre dans le plan de Moore. Le plan de Moore est un plan toujours à deux dimensions, quel que soit d'ailleurs l'espace initial. L'axe horizontal est caractérisé par le vecteur n, l'axe vertical est caractérisé par le vecteur t, et on va voir qu'ils vont servir à décrire les composantes normales et les composantes tangentielles du vecteur contrainte. On positionne le point A indice x, qui avait pour coordonnées 1,5 moins 0,5, on positionne le point A indice y, qui avait pour coordonnées 0,5, 0,5. Eh bien, on démontre, alors on verra, on vous suggérera de le vérifier d'abord intuitivement avant de le démontrer, eh bien que parce qu'on a choisi dans l'espace géométrique des facettes faisant un angle de 90 degrés, eh bien, dans le plan de Moore, cet angle de 90 degrés a été doublé. Et donc, si on a un angle de 180 degrés, ça veut dire que les points AX et AY sont diamétralement opposés. Si ces points sont diamétralement opposés, ça veut dire que le milieu, qui va apparaître ici, c'est le centre du cercle. Et le milieu, qu'est-ce qu'il a pour coordonnées ? Eh bien, il a pour coordonnées un abscisse, la remarque que nous avions faite à la séquence précédente, c'est-à-dire sigma petit x plus sigma petit y sur 2. Et en ordonnée, il a 0. Dès lors qu'on connaît le centre du cercle
et dès lors que l'on connaît des points qui appartiennent à ce cercle, il suffit d'utiliser un compas, de planter la pointe du compas au niveau du point C, d'ouvrir le compas de telle sorte que l'on atteigne soit le point AX, soit le point AY, et puis naturellement de tracer un cercle. Voilà le cercle de Moore. Alors le cercle de Moore, c'est quoi? Eh bien, c'est dans le plan de Moore le lieu géométrique de l'extrémité du vecteur contrainte quand la facette tourne dans l'espace géométrique. Quand vous faites tourner votre facette autour d'un point M, le vecteur contrainte change d'amplitude, change de direction, ses composantes varient, eh bien l'extrémité du vecteur contrainte va suivre ce cercle dans le plan de Moore. Voilà l'origine du plan de Moore. Alors quel est l'intérêt de ce cercle? Eh bien l'intérêt de ce cercle, c'est qu'il y a deux points particuliers qui sont situés sur l'axe horizontal. Et l'axe horizontal, ce que vous voyez ici, l'intersection repérée par un point rouge, eh bien, le point rouge qui est ici représente l'extrémité d'un vecteur contrainte, qui aurait pour composante normale, par exemple, sigma grand X, parce qu'on voit que c'est la plus grande, et pour composante tangentielle, 0. On est sur l'axe horizontal. Donc, il s'agit d'une contrainte principale. À l'opposé, vous avez la contrainte principale mineure. Ce point représente l'extrémité du vecteur contrainte sur une face pour laquelle tau est égal à 0. Donc sigma grand Y, eh bien, c'est la contrainte principale mineure. Donc vous voyez que d'un point de vue graphique, dès lors qu'on a su reporter deux points, qu'on a su reporter le centre du cercle, on peut lire tout de suite la valeur des contraintes principales. C'est pas plus compliqué que ça, à deux dimensions. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On peut voir aussi à l'aide d'un des triangles rectangles, isocèles rectangles qui apparaissent à l'écran, que le rayon du cercle de Moore, si vous utilisez Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, donc tau xy carré, que vous voyez apparaître sur la figure, et puis ensuite la distance entre le centre et sigma x, ou la distance entre le centre et sigma petit y, c'est-à-dire sigma x moins sigma y sur 2 au carré. Voilà comment on fait pour définir le rayon du cercle de Moore dont on va reparler. Sur ce cercle, on peut lire l'orientation du repère initial par rapport au repère principal. Alors le repère initial, on va considérer que le point AX, c'est l'extrémité du vecteur contrainte sur une face repérée par petit n égale x. Et on voit que dans le plan de Moore, pour passer de AX à sigma grand X, qui est l'extrémité du vecteur contrainte représentée sur une face qui est caractérisée par la normale sortante correspondant à la direction principale majeure, eh bien, l'angle qui est ici, je l'appelle moins de phi. Alors en effet, on montre que lorsqu'on tourne d'un angle phi dans l'espace géométrique, alors, dans le plan de Moore, on tourne, même si la locution est un peu impropre, d'un angle moins de phi. C'est-à-dire qu'en lisant la valeur de l'angle double dans le plan de Moore, eh bien, on retrouve, au signe près en divisant par 2, l'angle entre le repère initial et le repère principal. Là aussi, il suffit d'un rapporteur pour lire l'information. Donc voilà représenté en quelques transparents, dans le cas des contraintes planes, l'approche géométrique proposée par Moore à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Alors en guise de conclusion, on peut exploiter de différentes façons l'information que l'on lit sur un cercle de Moore. J'ai retenu une seule de ces exploitations, qui est de trouver la direction pour laquelle le glissement ou le cisaillement est maximal. Eh bien, la valeur maximale de taux, où est-ce qu'on la lit? On la lit en haut ou en bas du cercle de Moore, et donc il s'agit de quoi? Il s'agit du rayon, de la valeur du rayon du cercle de Moore, c'est-à-dire que si on cherche la valeur maximale de la composante tangentielle du vecteur contrainte, eh bien, il suffit de trouver la valeur du rayon du cercle de Moore. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, nous avons atteint la fin de ce chapitre, donc on va tout d'abord faire un quiz, et ensuite vous avez à votre disposition plus d'une vingtaine d'exercices corrigés et d'annales partielles qui vont vous faire revoir et manipuler ces notions de direction principale et contrainte principale. Alors, première question du quiz, pourquoi est-il préférable de choisir d'étudier le vecteur contrainte sur des facettes perpendiculaires dans l'espace géométrique avant de passer à la construction du cercle de Moore? Que représente d'une part le plan de Moore et d'autre part le cercle de Moore?
Troisièmement, construire une animation. Vous pouvez utiliser un tableur comme Excel, mais ce n'est pas une obligation, pour vérifier la relation entre l'angle simple dans l'espace géométrique et l'angle double dans le plan de mort. Si je tourne d'un angle de 10 degrés dans l'espace géométrique, alors les points figuratifs des contraintes sur ces deux facettes, de l'extrémité du vecteur contrainte sur ces deux facettes, va tourner de moins 2 fois 10 degrés dans le plan de mort, c'est-à-dire au moins 20 degrés. Voilà. Construisez une animation pour le vérifier. Et ensuite, à partir du moment où vous l'aurez vérifié tactilement, eh bien, démontrez formellement cette relation. Et dernière question de cette 4e séquence et puis de ce chapitre, quelle est l'expression de la composante normale du vecteur contrainte pour laquelle la composante de cisaillement est maximale? Voilà, merci de votre attention et à bientôt dans un autre chapitre.